Red Bull a été en grande difficulté sur l'ensemble de ce week-end de Grand Prix, que ce soit baignant pour Max Verstappen, mais en particulier aussi Sergio Perez. Mais dans la finalité de l'histoire, Red Bull s'impose tout de même. Alors oui, c'est une victoire, comme à la coutume, on va dire ça ainsi, depuis 2022 en Formule 1 pour Red Bull. Mais ça n'a pas été très simple du tout, même... On va dire ça ainsi, c'était plutôt une course assez étonnante de la part de Max Verstappen qui a guidé cette course pendant la grande majorité du temps. Puis sur les 10 derniers tours, 10-15 derniers tours, il s'est effondré. Justement, à l'avantage forcément de Lando Norris qui a été juste dire. On parlera de McLaren forcément parce que McLaren s'affiche réellement comme une énorme force en présence désormais dans cette 2024 de Formule 1. Mais si on se concentre sur Red Bull n'est plus intouchable en fait finalement à Baby Choum. Ah, Red Bull est prenable depuis 2 courses, ouais. Ça c'est clairement un fait. Bien prenable même. C'est ce qui en était un petit peu surprenant parce que bon, quand on le voit un petit peu le déroulé de la course jusqu'au début de la remontée fulgurante de Norris, on se dit bon. Bah ça va être encore une victoire de Verstappen tranquillement et il a même à doucher les espoirs, on va dire ça ainsi parce que... Ouais, bah il va être tranquille, tu vois, comme il était entre 5 et 7 secondes de Norris sans vraiment voilà trop forcer. Ouais. Au final, il était plutôt tranquille devant avec son petit gap, mais c'est juste que tout au long de la course, voilà, commence un petit peu, oui, mais commence à pas être top, commence un petit peu à perdre, etc., mais sans trop s'inquiéter, sans trop de pertes flagrantes. Et puis bah en fin de course justement, quand Gianpiero Lambiadze lui dit comment que voilà au niveau des pneus ça commence à être chaud et que Verstappen lui dit oui ça commence à être chaud. Et là, là pour dire drop direct. Ouais, drop direct, et il a dit, Max Verstappen, pour définir un peu le feeling, c'est qu'il pilotait comme s'il était sur de la glace. Ouais, mais ça se voyait en fait. Oui. On l'a vu en fait. Et bon, après, la radio arrive un petit peu avant, forcément, que ça nous soit diffusé. Mais voilà, c'est pile à ce moment-là que du coup, Norris est arrivé en mode roquette, quoi. Vraiment en mode roquette, et que Verstappen, bah, il faisait ce qu'il pouvait. On voyait à la fin, de toute façon, la voiture ne répondait plus de rien. Il n'y avait aucune corde de prise. Il essayait en fait, tant bien que mal, de la laisser sur la piste, quoi. Ouais. Donc ça a été une fin de course en fait, beaucoup plus compliquée que prévu et qu'espéré. Donc là-dessus, la Red Bull, ouais, elle est prenable. Clairement, elle est bien prenable. C'est surprenant. En fait, c'est ça, c'est que d'une chose, en fait, c'est ça, c'est d'une chose, c'est surprenant. Mais c'est aussi préoccupant forcément du côté de chez Red Bull. Nous, en tant que spectateurs et en tant que fans de Formule 1, on se dit bon bah cool, très bien. Mais il y a quand même de la préoccupation à avoir du côté de chez Red Bull parce que ça fait que 2 Grands Prix. Mais vous me direz, ça aurait été passé sur un seul Grand Prix à Miami. Moi déjà, à Miami, je disais ouvertement, je pense que McLaren a fait un énorme bond en avant. Alors excusez-moi, il y a de l'orage dehors, ça m'a fait... Il y a eu un flash, je sais pas si vous l'avez vu. Mais je veux dire que... Vous l'avez entendu ou pas? Vous avez entendu le tonnerre ou pas? Excusez-moi. Je dis... Oui, Leva me dit oui, on a entendu. Ah oui, il était violent, c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Tu vois Marie? On l'a eu tout à l'heure. Quand on s'est vu? Ah non, mais il était violent. J'ai peur que le stream tienne pas, hein, je vous cache pas. Ce que je disais du coup, c'est qu'à Miami, je disais ouvertement après le Grand Prix que pour moi, McLaren avait donné un coup violent sur le monde de la Formule 1 et sur Red Bull en disant nous à la régulière on est capable de faire ça, de pouvoir gagner sur Red Bull. Là ce Grand Prix ça prouve que McLaren peut gagner sur Red Bull. Mais si tu regardes l'inverse pour Red Bull, je pense qu'ils étaient quelque peu... qu'ils sont surpris en fait. Ils sont surpris de leur performance bien sûr, mais du fait que Red Bull aussi mette la pression. Bah, je pense que la surprise qu'a Red Bull surtout c'est de se dire que les évolutions derrière marchent, je pense, plus que ce qu'ils avaient espéré sur leurs concurrents. Ouais. Et que peut-être qu'ils s'attendaient pas à avoir une convergence de performance resserrée aussitôt. Ouais, c'est juste ça. Je le disais avant la course, mais c'est un petit peu ça qui se passe. Je dirais pas non plus qu'ils se sont reposés sur leurs acquis. Non, je pense pas non plus, mais c'est juste que oui, c'est pas que leur concept est arrivé à bout, il va être encore optimisé et développé, mais au final, c'est peut-être pas... Voilà, on n'a peut-être pas vu encore la meilleure Red Bull, hein, et qu'ils sont pas au bout. Peut-être. Ils vont trouver une solution, on l'espère pour eux. Mais... Voilà, ça, au moins j'aime bien, parce que ça va être disputé, et ça va peut-être aussi les forcer à travailler peut-être différemment aussi, du côté de chez Red Bull. Ouais, et là, il faut garder la tête baissée jusqu'au bout, parce que
on arrive dans une période où Perez nous fait du Perez aussi, donc c'est Oui, pas on simple. va en parler, ouais. C'est pas simple pour le team et que, encore une fois, là, ça montre une fois de plus que même en cas de contre-performance voiture, bah, il y a toujours Verstappen qui est là pour sauver les meubles, quoi. Il remporter quand même le Grand Prix, quoi. C'est exact, c'est aussi un point où je voudrais venir par rapport à Verstappen en tant que tel. Avant ça, merci beaucoup Marie, merci beaucoup mon amoureuse pour ton 11e mois de an, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'être une immense exemple pour la communauté et merci beaucoup pour ta fidélité aussi sur les streams et bien avant notre relation. Et ça c'est beau. Je le disais aussi par rapport à Verstappen, alors il y a Jérém qui dit après n'oublions pas que Red Bull s'est mise au défi avec sa nouvelle conception cette année, ils sont aussi en recherche et c'est bien de le dire aussi puisque d'ailleurs Red Bull pour ce Grand Prix d'Émilie-Romagne ont apporté des améliorations au niveau du fond plat. Ça n'a pas aussi bien fonctionné, tout de même il est bon de le voir. Mais tu parlais de notamment Max Verstappen. Ça fait partie des moments où tu comprends pourquoi Red Bull paye aussi cher Max Verstappen. Parce que si Max Verstappen est pas là, enfin est pas dans cette forme-là, ou du moins on va dire ça ainsi, Red Bull ne gagne pas ce Grand Prix. Hein. Parce que là, ce qu'a fait Verstappen, ne serait-ce que d'une en qualification. Alors oui, il a été aidé par Nico Hülkenberg. C'est vrai, Baby Shum, il a été aidé par Nico Hülkenberg au niveau de l'aspiration. Mais après, l'entièreté du tour, c'est lui qui l'a réalisé. Hein, tandis que Perez était aux fraises. Et sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, la force de Max Verstappen, c'est que il est chirurgical. Même face à l'adversité, Max Verstappen arrivera à rester en tête et à tout gagner. Et c'est en ça où justement, je crois que c'est Pierre Vachet qui en parlait au micro de Canal+, il disait ah, mais nous on le paye aussi cher parce que il est tellement unique. Il est tellement unique. Et c'est en ce Grand Prix là en fait tu comprends pourquoi Verstappen est si unique. Parce que le mec même en pilotant, en faisant le trophée Andros avec sa RB20, le mec gagne quand même sur Lando Norris qui revenait comme une balle. Oui, bon, après il est revenu un peu tard Lando. C'est vrai que c'est peut-être un peu dommage, on va dire, pour le spectacle de fin de course, même si je pense que beaucoup ont espéré voir Norris sauter Max. Ouais. Voilà, ça s'est pas produit, c'est pas passé à Miami forcément. Là, ça a pas été loin de refaire la même. Donc va falloir vite rebosser. Monaco arrive très vite, hein. Monaco c'est déjà le week-end prochain. T'auras pas forcément de grandes choses à apporter de plus, donc va falloir réagir très vite pour se rassurer déjà dans un premier temps. Ouais, la Red Bull est taillée pour Max aussi, Perez aux fraises, il est aussi perfectionniste bien évidemment Max Verstappen. Il y a aussi un point qui est intéressant aussi du côté de chez Red Bull, c'est que je vous rappelle le facteur Adrian Newey. Alors, Adrian Newey a d'ores et déjà quitté les activités Formule 1 de Red Bull, donc il quittera ensuite Red Bull début 2025 si je me trompe pas, pour ensuite signer là où il veut. Mais ce qui est intéressant, c'est que Adrian Newey avait aussi ce facteur Baby Shum de premiers ingénieurs de piste. Et il n'est plus là, et ça fait 2 grands prix, on va dire ça ainsi, qu'il est presque plus là. Le premier c'était à Miami, mais il était là pour faire ses adieux. Et ensuite là, désormais, en Émilie-Romagne, il n'est plus là. Et c'était un point qui était plutôt important, Baby Shum, parce que dans ce genre de situation, dans un week-end qui est compliqué comme celui de Imola, où Red Bull n'y est pas, je vais pas dire n'y arrivait pas, puisque Red Bull a gagné finalement, mais Adrian Newey est très important dans ce genre de situation. Pour faire la traduction, on va dire ça ainsi, entre les ingénieurs, sa conception, et les pilotes, sa conception de la voiture, et les ingénieurs. Ouais, là après, je pense que c'est plus aussi une coïncidence qu'autre chose. Peut-être aussi, je pose une question. Non, tu vois, sur l'instant, alors oui, c'est vrai que ça fait assez cocasse de se dire que bah, Newey est parti, bah du coup, Red Bull marche plus. Bon, le raccourci est un petit peu... un petit peu trop simple à prendre. Ah, c'est un raccourci Mario Kart, hein. Ouais, non, mais voilà, c'est sûr. C'est une nouvelle base Red Bull. On s'attendait tous en début de saison à ce que ce soit la même chose que 2023. Et on se rend compte que finalement, c'est pas forcément le cas. C'est un concept qui est plus compliqué. Ouais. Peut-être à développer, peut-être aussi à maîtriser en termes de réglage optimal. Parce qu'on le voit que dès qu'il y a un petit élément qui manque sur la voiture, bah, ça ne correspond plus forcément aux attentes du pilote. Que dès qu'il y a un réglage qui est peut-être pas forcément optimal, on va se retrouver avec une voiture qui s'ouvre, avec une voiture qui dégrade énormément les pneus, qui n'étaient pas des faiblesses que Red Bull avait l'année dernière. Donc ce nouveau concept, de toute façon, on nous l'avait dit en début de saison que c'était un pari et que c'était aussi pour prendre de court un petit peu tout le monde, pour essayer de garder une marge d'avance sans rester sur les acquis de la saison 2023. Pour le moment, ils sont toujours devant, ils sont clairement moins devant. Et bah oui, il y a plus de boulot au final,
hein, in fine, que l'année dernière. Oui. Pour rester devant. Je lis un petit peu les propos de Max Verstappen à l'issue de ce Grand Prix, c'était très délicat à la fin. Au début, les médiums étaient bons, j'avais un très bon rythme à ce moment-là. Et puis avec les pneus durs, il semblait qu'ils ne travaillaient pas sur notre voiture. Je ne les ai jamais vraiment fait démarrer. Et puis bien sûr, plus vous faites le relais, plus ça empire. Et sur les 10-15 derniers tours pour moi ont été extrêmement difficiles. C'était comme conduire sur de la glace, on pouvait voir Lando se rapprocher. Et les derniers tours, j'attaquais à fond tout en étant avec mes sensations de glace, ce qui était si difficile d'être constant. Mais bien sûr, je suis très heureux d'avoir gagné. C'est vrai que Verstappen, cette victoire-là, c'est peut-être l'une des plus dures qu'il a pu avoir. On va dire ça ainsi sur les dernières années en Formule 1, Baby Chou. On va pas se le cacher que là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Verstappen autant batailler. Ah bah 7 dixièmes, c'est sûr que c'est pas 25 secondes, donc ça change un petit peu la donne. Quand tu vois que forcément que Norris revient vitesse grand V, et que d'un coup Max fait son tour, il regarde dans les rétros, il voit du orange lui arriver dessus. Bon, t'es moins serein, mais ça reste Max. Hein. Ouais. Ça reste Max. Oui, il aime bien la bataille, mais là je pense qu'il était quand même rassuré et que la course se termine. Oui. En soi, qu'elle se termine en franchissant la ligne à la première place. Ouais. Parce qu'il sait que dans ce cas-là, de toute façon, ça n'aurait pas été de son fait, en fait, forcément directement qu'il aurait peut-être perdu la victoire. Mais ouais, c'est serré, tant mieux pour nous. Oui. Dommage pour Red Bull, mais tant mieux pour nous, les fans. Depuis le début de 2022, largement, dernière bataille comme ça, c'était peut-être avec Leclerc, nous dit Shidaxi dans le chat, je suis assez d'accord. Je reviens sur le fait que Red Bull n'est peut-être plus si intouchable que ça. Et tu en reparlais justement en disant tant mieux. Est-ce qu'on rêve d'une saison ou est-ce que c'est réellement possible de finalement voir Max Verstappen ne plus être le favori ultime pour le titre? Je dis ça parce que je réfléchis par rapport au classement pilote et constructeur. Pilote, il doit être là. 161 pour Verstappen. Alors, c'est de l'avance, mais il y a beaucoup d'avance, d'accord. Mais quand tu regardes finalement sur la longueur de la saison, il reste un peu moins de 20 courses. Il reste 18 Grands Prix quand même. C'est quasiment une saison dans les années 2010, hein, Baby Show, en vrai. Bien sûr. Et tu te dis, naïvement, très naïvement, et j'insiste, oui d'accord, c'est naïf de penser ça, mais quand tu regardes les performances de McLaren, quand tu te dis aussi que Ferrari peut élever son niveau de jeu, finalement, tu te dis que, bon, le titre, le championnat du monde de Formule 1 au niveau des pilotes n'est pas si acté que ça. Quand tu vois qu'il reste un petit peu moins de 20 Grands Prix, aux alentours de 18-19, qu'il n'y a que 7 Grands Prix qui sont présents cette saison, Verstappen est leader avec 161 points sur Leclerc 113 au total, ce qui est un écart tout de même important, d'accord, mais il reste quand même énormément de points à prendre sur l'ensemble de cette saison 2024 de Formule 1. Et surtout il reste donc beaucoup de Grands Prix. Et aussi, quand tu regardes McLaren qui revient et qui surtout s'affiche comme une force en présence capable d'aller battre Red Bull à régulière, ils l'ont fait à Miami, et là aujourd'hui du côté de l'Émilie-Romagne et Imola, ils se sont montrés très forts au point d'aller faire douter Verstappen avec une victoire avec seulement 7 dixièmes d'avance. Ça montre quand même des choses qui sont assez dans l'espérance pour avoir une saison magnifique. Est-ce que le titre est relancé ? J'ai envie de dire oui, presque, parce qu'il y a des choses qui peuvent montrer que c'est possible, notamment aussi Ferrari qui amène des améliorations qui doivent calibrer. Et oui, il y a des choses qui montrent que Ferrari et McLaren vont se rapprochent du moins de Red Bull et se rapprochent factuellement donc de Verstappen, qui était le grand favori de cette saison 2024 de Formule 1. Il est toujours favori, bien sûr, mais il est beaucoup moins, parce qu'aujourd'hui, Verstappen et Red Bull s'affichent clairement comme une écurie qui n'est plus si intouchable que ça, aujourd'hui. Est-ce que je rêve trop, Baby Chou ? Tu rêves trop, c'est pas que tu rêves trop, c'est je pense que tu rêves trop vite. Peut-être. Tu vois, ça se trouve, je fais le même discours au Canada avec la même situation, on change totalement de discours, on dit que je ne rêve plus, tu vois. C'est un petit peu tôt. Alors effectivement, après, le droit de rêver, évidemment. Oui. Ça, je vais l'enlever à personne. Ce serait forcément incroyable que ça se batte comme ça jusqu'au bout. Par contre, il y a quelque chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que le début de saison que fait Red Bull, il est quasiment similaire au début de saison dernière. C'est ça aussi qu'il faut rappeler, comptablement parlant, on est plus ou moins dans les mêmes... Ouais, comptablement peut-être, oui. Bah oui, mais justement, comptablement, en fait.
Et du coup, tu regardes le classement en constructeur, Verstappen, il a encore une petite marge. C'est juste que oui, factuellement, Mercedes, n'importe quoi. McLaren et Ferrari sont revenus très forts sur Red Bull. Et encore une fois, l'avantage qu'a Verstappen d'être seul devant et de gagner souvent, ou au pire des résultats, faire deuxième, c'est que derrière, ça se bataille entre McLaren et Ferrari. Ce qui fait que ce sera pas toujours Charles qui va finir deuxième, ou ce sera pas toujours Norris qui va finir deuxième, mais ce sera peut-être pas toujours Norris qui va gagner les courses quand Verstappen sera en difficulté, etc. etc. Et ça, c'est une aubaine pour Max, parce que il y a des chances que même en tant que Grand Prix difficile, il soit souvent bien classé, on va dire souvent sur le podium, voire tout le temps, tu vois, mais que le vainqueur sera peut-être jamais le même. Bien sûr. Et c'est ça qui est profitable en fait à Max Verstappen. Clairement, oui. Donc se dire que Max sera pas champion à la fin de la saison, c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Par contre, on peut se permettre peut-être de dire qu'il y aura bataille. Ça, alors par contre, je pense qu'il y aura bataille du point de vue constructeur par contre. Je crois qu'au... Ça oui. Alors là, au constructeur, pour le coup, c'est un discours qui est quelque peu différent. Parce que là, au constructeur, c'est... Il y a un pilote chez Red Bull aujourd'hui. Hein. Verstappen. Donc face à Ferrari ou McLaren, bon, McLaren qui va remonter, mais qui a quand même plus de 100 points d'écart avec Red Bull. Mais Ferrari en particulier, je pense que Ferrari peut aller chercher le titre constructeur pour le coup. C'est possible. Mm. C'est possible. Je veux pas me dire, oh, ça y est, ça fait deux courses que Red Bull est en galère, ils vont faire 0 titre cette saison. Ouais. Non, mais c'est sûr, oui, on peut se dire que c'est possible. On peut se dire que c'est possible. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce qu'au final, moi, ça me fait passer un peu pour un con, tu vois, à m'être auto-persuadé que Red Bull allait tout péter cette saison et que. Ah, pareil. Voilà, c'est pareil. Enfin, je pense que tout le monde dans le chat était en mode Red Bull cette saison. Bon. Et si la dynamique qu'on a sur ces 2 dernières courses, c'est tout le passage des Grands Prix européens, bon, bah, moi je prends tous les jours. Hein. Je me posais la question au Grand Prix d'Asie. Attends, c'est Hamilton, Verstappen. Ah, je pensais que Verstappen avait gagné plus de Grands Prix en 2021, au début de saison. Parce que j'étais en train de regarder quel était le classement à un moment équivalent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, allez, au 9e Grand Prix de la saison, quel était le classement du championnat du monde? Bah, en fait, Verstappen, à ce moment-là de la saison, je regarde sur Wikipédia, on est au Grand Prix, elle est d'Autriche. Verstappen, il a 182 points d'avance, quand Hamilton en a 182 points, pardon, et Hamilton il en a 150, Perez 104. Quand on sait la nature de la saison, ça ressemble un peu à 2021. Voilà, il y a des signes qui montrent que ça ressemble en termes de comptablement parlant à 2021. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 2021, Mercedes gagne quelques grands prix au début de la saison, mais c'est Red Bull qui est 100 fois meilleur en début de la saison 2021. Parce que la réglementation convenait beaucoup mieux à Red Bull, qui avait mieux géré aussi la situation. Et ça faisait en sorte que Red Bull, je vous cache pas que c'était quand c'était... je regarde sur ici, il me semble que Red Bull, ils font un enchaînement de 4 grands prix remportés là. Ils te font Monaco, Azerbaïdjan, non même plus hein. Ils te font Monaco, Azerbaïdjan, le Grand Prix de France, les 2 grands prix en Autriche, où ça a été une maîtrise de Red Bull. Et après, ça te réenchaîne des choses comme Spa, Zandvoort, et c'est beaucoup de victoires comment ça s'appelle, justement de Red Bull. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ressemble quand même, Baby Show Me. Il y a 2021, il y a un peu un même côté, on va dire ça ainsi comptablement parlant. Toi, t'espères un karma, toi, en fin d'année. Hein. Je sais pas. T'espères que le karma enfin va frapper Max Verstappen non, c'est pas pour 2021 en fait. Non mais en fait. Mais c'est juste ce que je veux dire, c'est qu'il reste beaucoup de grands prix et quand tu vois la nature de ce qui se passe là. En fait, la saison est très très longue. Ouais. Encore une fois, on va attendre de voir aussi durant la saison ce que Red Bull aussi peut apporter en amélioration sur cette voiture. Ça se trouve que c'est un passage à vide encore une fois. C'est un passage à vide. Verstappen gagne et fait 2ème. Voilà, il y a des écuries qui ont connu des plus gros passages à vide que ça, tu vois. Mercedes. Donc en soi, voilà, ça limite quand même pas mal la place, la casse, pardon.
vis-à-vis de Verstappen en tout cas. Ouais. Mais c'est juste en fait, profitons, tout simplement. Profitons en fait d'avoir maintenant 3 écuries différentes qui selon les tracés, selon la température, selon ouais, après oui, évidemment il y a des paramètres qui rentrent en compte, mais voilà, selon tel ou tel paramètre, on ne sait pas forcément qui c'est qui sera vainqueur à la fin de la course. Et ça c'est bien, il faut en profiter. Clairement, clair. Tant qu'il y a l'occasion, franchement on va pas cracher dessus quoi. C'est clair, c'est clair. Choumi, merci beaucoup pour ton premier abonnement sur la chaîne. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, Choumi. On va parler maintenant de l'autre pilote Red Bull. Parce que lui, il n'a pas fait une bonne course. Il n'a pas fait un bon week-end de Grand Prix aussi également. C'est Sergio Pérez qui est toujours en plein doute. Baby Choum, là, Sergio Pérez, ça va commencer à devenir compliqué. Week-end de Grand Prix flopesque. Puisqu'il s'est craché en FP3 si je ne me trompe pas. En qualification, il n'a pas réussi à faire une bonne séance et il s'est même pas hissé au-delà de la Q2. Il a été éliminé dès la Q2 et surtout, il a été aux fraises et il a terminé 8ème de ce Grand Prix seulement. Là, Pérez est parti et très en difficulté quand même, encore une fois. Ah, ça n'a pas été un week-end parfait. Ouais. Là, malheureusement, ce qui fait tâche pour lui, c'est que son week-end est raté à peu près à la même période que l'année dernière. Ouais. Et forcément, t'as un petit peu des flashbacks du Vietnam avec lui en disant « Ouh là là, ça y est, il va nous ressortir le Perez Prime, ça y est, qui va plus ressortir de Q2, qui va nous faire des P7, P8, des abandons, enfin qu'est-ce qui va se passer quoi ?» Ouais. Non, ouais, ça a été un week-end ultra compliqué pour lui. La stratégie l'a pas non plus aussi forcément aidé. Peut-être, oui. Il a perdu sa 2ème place au classement pilote, d'ailleurs, on rappelle. Oui, non, tout à fait. Alors ouais, voilà, là c'est le premier week-end vraiment cata de sa part, quoi. Maintenant, est-ce que je repars dans les mêmes discours de l'année dernière en se disant oh ça ira mieux le Grand Prix d'après, ça ira mieux le Grand Prix d'après, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas c'est pas de sa faute. Oui. Donc voilà, faut aussi être rassuré, c'est pas de sa faute, c'est le tracé. Oui. Voilà, on rappelle Sergio Pérez qui a quand même dit non mais j'ai été mauvais parce que on était à Imola. Bon bah écoute mon grand. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est même pire que ça, c'est que voilà, Imola n'est plus fait pour accueillir des monoplaces comme aujourd'hui. Mais moi ce que j'ai envie de répondre à Pérez, c'est est-ce que tu vas avoir le même discours la semaine prochaine? Ouais. En fait. C'est problématique, mais c'est pas le circuit qui a fait que t'es parti 11ème. Oui. Voilà. C'est ce qu'il dit aussi, c'est que oui, tu pars 11ème, ta course elle est finie. Bah oui, mais il fallait peut-être aussi faire en sorte de partir plus haut, de faire le maximum en tout cas que tu pouvais avec ta monoplace pour au moins passer Q3 et peut-être faire 5, tu vois. Et au final, tu n'as pas réussi. Ouais. Tu n'as pas réussi, donc c'est pas de la faute du tracé sur ce coup-là, tu vois. C'est dommage, là, c'est un week-end manqué pour lui. C'est un débat qu'on aura un petit peu après dans le live, mais il a dit, pour vous remettre la vraie déclaration, le circuit n'est pas fait pour la Formule 1 en termes de course. Quand on se qualifie 11ème, notre week-end est terminé. Alors, petite... Alors ça, pour le coup, c'est culotté quand même, ce gars. Hein. C'est-à-dire que Pérez dit ouvertement que le circuit d'Imola n'est pas fait pour la Formule 1 en termes de course, en termes de Grand Prix de F1, en termes de ce qui se passe le dimanche. Et il dit derrière, quand on se qualifie 11ème, notre week-end est terminé. Alors, petit conseil à Sergio Pérez, ne te qualifie pas 11ème avec une Red Bull. Voilà. Ne te mets pas 11ème avec peut-être la meilleure voiture du plateau factuellement parlant à l'heure actuelle. Voilà. C'est un petit conseil qu'on donne à Sergio Pérez, bien sûr. Si tu veux pas être en difficulté à Imola, qualifie-toi en Q3 et ne te qualifie pas 11ème. Voilà. Merci beaucoup Sergio Pérez pour cette analyse, bien évidemment. Alors, c'est quand même dommage hein, de ce genre. Alors après, il a peut-être, je dis pas qu'il a tort par rapport au tracé de Imola. Mais ensuite, derrière, venir sortir, quand on se qualifie au-delà du top 10, notre week-end est terminé. On est au courant qu'à Imola, c'est compliqué de dépasser, comme sur d'autres tracés. À Monaco, qui est un circuit absolument atypique et emblématique et historique en Formule 1 et qui n'est pas touché bien sûr au calendrier. Il y a d'autres tracés où c'est comme ça. La Hongrie, c'est pareil. Est-ce que la Hongrie, on doit l'enlever du calendrier? Non. Donc c'est pour ça que ce que dit Sergio Pérez, c'est dommage. Ça fait un peu celui qui a un peu le seum d'avoir terminé 8ème du Grand Prix et qui n'a pas pu aller chercher un podium alors qu'il a mis la voiture du plateau. Voilà, c'est ça un peu ce que ça fait Sergio Pérez. Quand même. Mais bon. C'est pour ça. Next, on verra ce qu'il fait la semaine prochaine.
À Monaco. S'il n'arrive pas à passer la Q2, est-ce qu'il dira bah non, faut plus aller à Monaco parce que dès que tu pars P11, ça y est, c'est fini. Oui. C'est vrai. On verra. C'est la stratégie pour bloquer Norris, c'est qu'il n'est pas remonté sur Marco, justement, regardez les datas sur le premier relais, mais sinon flop Q2 c'est réel. Oui, c'est réel, hein, bien sûr. Une déclaration à Alonso Nesque, oui, le circuit d'Imola est pas bon parce qu'il est pas espagnol, oui, c'est ce qu'il va nous dire aussi, Fernando Alonso. Mais Alonso a rien dit. Alonso a rien dit, Alonso il a mangé son pain noir, il a fait, bon bah voilà. Ouais. Voilà, c'est ça aussi. Mais Perez, je vous rappelle qu'il est en difficulté avec Red Bull. On ne sait pas s'il va rester du côté de chez Red Bull à l'issue de cette 2024 de Formule 1. Et il est menacé par justement un certain Carlos Sainz qui joue la montre, bien sûr, avec Audi et aussi avec Red Bull parce qu'il sait il sent qu'il y a une opportunité du côté de chez Red Bull. Donc il joue la montre. Et Perez, forcément, qui est très en difficulté, peut se voir remplacer à l'issue de cette 2024 de Formule 1 par donc Carlos Sainz. Et on va bien sûr voir ça au cours des prochaines semaines. Et voilà donc pour le débrief autour de Red Bull Racing après ce Grand Prix d'Émilie-Romagne.